Vienne, en Autriche, en 1693, et le jeune Friedrich Händel se rend chez le professeur von der Schnabel pour sa leçon de piano. Bienvenue, jeune homme, entrez. Alors, qu'allons-nous travailler comme sonate aujourd'hui? J'espère que vous avez révisé vos partitions. Absolument. Très bien. Bon. Alors, ça nous avons vu la semaine dernière. Ça, c'est un petit peu ardu pour vous, il me semble. Ah, ça, c'est trop facile pour le coup. Ça, c'est de la musique italienne de la Renaissance. C'est sucré comme un tiramisu. Je déteste ça. Mais ça, c'est complètement ringard, ce truc. Ça ne se fait plus du tout à cette époque, voyons. Ah, les affaires reprennent. Ne bougez pas, je reviens. Oui, bonjour, jeune homme. C'est pourquoi? Des leçons de piano? Bah, très bien, vous êtes au bon endroit. Quel est votre nom? Jean-Sébastien Bach? C'est drôle, ça. Pourquoi pas Jean-Michel Jarre, tiens. Alors, allez, montrez voir vos doigts, jeune homme. Vous le savez, les pianistes ont de jolis doigts. Montrez voir vos menottes. Ah mais non, mais ça va pas du tout, on dirait des knackis, vos doigts là. Vous n'arriverez à rien avec des doigts potelés pareils. Non, 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 je ne peux pas vous prendre dans mes cours, je ne travaille qu'avec les meilleurs élèves. Excusez-moi, jeune homme, bonne journée et bonne suite. Au revoir. Allez, hâtez-vous, hein, jeune homme. Je n'ai pas toute ma journée que pour vous. Ah, c'est bien ça, très bien. Ça tombe bien. Non, non, ça tombe bien parce que c'est celle-là que nous allons travailler. Voilà. Allez, prenons la sonate 440. Prenons la 440. La 440. Bon, ça. On verra plus tard. Jeune homme, êtes-vous prêt? Êtes-vous disposé? Absolument. Très bien, allons-y. 1, 2, 3, 4 et 5. Un, 2, 3. Alors, excusez-moi, je donne la première mesure, bien sûr. Merci. 1, 2, non, je donne la première. Merci bien. 1, 2, non! C'est moi qui donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mais voilà! Ah! C'est pas possible! Et puis, qu'est-ce qui vous arrive là? On dirait un chien mouillé sous la pluie là. Respirez. Allez, respirez un grand coup là. Voilà, on ne peut pas faire de la musique tendue comme vous l'êtes là. Détendez-vous. Voilà, non, mais pas trop, voyons. Ça va. Allez, un peu de tenue. Reprenons, dans le calme. Et concentrés. 1, 2, 3, 4 et... C'est compliqué quand même. C'est bien ça, ça chante, c'est très très bien. Très bien. Ah, hop, 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 ah bien. Et non, mauvaise note là, vous avez vu? Apprenez. Bien. Allez-y, 5e, 3e, 2e, passage, 1er, Votre posture, jeune homme, votre posture. Le dos droit, baissez les épaules, le front haut et les coudes amples. Le dos. Non, le coude. Pensez au rythme, hein, jeune homme. La posture et le rythme, voyons. Mais non, mais le rythme. 1, 2. Ça méga mal. Ça fait même hyper, super, méga. Oui, là, ça va, je crois qu'on a compris l'idée, là. Non, mais il faut dire qu'à l'époque, les gens battaient la mesure avec des cannes de berger, comme ça.
Enfin, il battait la mesure, il dirigeait même des orchestres avec des cannes de verre. Ah, ça fait mal, hein? Hyper mal. Alors, ça fait mal aussi, ça, non? C'est là. En 1687, un jeune homme du nom de Jean-Baptiste Lully se blesse en dirigeant son orchestre avec une canne comme celle-là. Son pied va s'infecter, une gangrène va se développer. Attendez le piano, une gangrène va se développer. Alors il n'y avait évidemment pas les médecins et les hôpitaux comme aujourd'hui. Et malheureusement, à la fin du mois de mars 1687, Lully meurt suite à cet accident. C'est depuis ce jour qu'on ne dirige plus les orchestres avec des cannes, mais avec des baguettes, exactement. Comme quoi la mort malheureuse de Lully aura rendu service à des générations et des générations de chefs d'orchestre. Hein, c'est ça aussi l'histoire parfois. Une petite mort pour la grande humanité. Revenons à notre jeune élève, le tabouret jeune, qui à force de travail acharné et parfois douloureux, est devenu un excellent pianiste et a donc été promu au poste d'accompagnateur à la cour royale pour les différentes séances de valse, gigue, menuet et autres quidrilles, quidrailles. Différentes séances de danse, disons, séances de danse qui commençaient toujours par la fameuse formule. Le marquis Alexandre-Paul Guérin de Châteauneuf, Rendant du Tournel, et la comtesse Marguerite-Françoise Bouvier de la Motte de Sépois sont annoncés au salon royal du château de Versailles pour leur séance de quadrille. Enfin, je veux dire, à l'époque, il y a des choses qui ne se font pas. À l'époque, par exemple, le pianiste doit jouer la bonne partition, les danseurs doivent exécuter les bons pas de danse, et puis, surtout, on n'aurait jamais osé frôler la poitrine d'une dame en société. C'est l'époque du paraître, des apparences. Hein. Vous savez peut-être, les enfants, qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, par exemple, les gens se lavaient quasiment jamais. Ah, c'était le royaume du morpion, hein, vous pouvez me croire. Par contre, eh ben, ils mettaient du parfum pour masquer les mauvaises odeurs. Voilà, il fallait faire bonne figure. Alors à cette époque, on compose des musiques pour danser, comme on vient de le voir, et des musiques à écouter, tout simplement. Musique à écouter dont la forme la plus magistrale est certainement la symphonie. Pour la prochaine scène, essayez d'imaginer qu'on est en pleine nuit, à Cologne, en Allemagne, en 1805, dans la chambre de bonne de Ludwig van Beethoven, plus connu sous le nom de Beethoven, et qu'il va composer en pleine insomnie une des plus grandes symphonies que la musique classique ait connue.
je suis désolé, Pardon, tu peux t'excuser, ça fait 2 fois que tu plantes le truc. Là. Bah du coup, je reviens plus Ah tard. non, mais reste. Vas-y, c'est bon, reste là. De toute façon, t'es prêt là? Ouais, c'est bon. Enfin, quasiment, je suis quasiment. Quasiment. J'enchaîne, Je te jure. Bon, voilà. Alors maintenant, on va faire un grand saut dans le temps, parce que c'est pas tout, mais l'heure tourne, il faut quand même qu'on avance sur notre histoire de la musique. On va faire un saut d'1 siècle, 100 ans. On va se retrouver à l'Opéra de Rome. Changement de période, donc. Et qui dit changement de période dit changement de costume. Avec toujours cette idée en tête, hein, cette espèce de ligne directrice qu'on a dans ce spectacle, hein, ce motif, je dirais même. Hein. Le bon costume au bon moment. Donc voilà, on va se retrouver au 19e siècle où les gens vont aller à l'opéra. Alors, les gens, une fois de plus, attention, c'est pas n'importe qui. Hein, c'est plutôt la bourgeoisie, les personnes aisées, en tout cas les gens qui ont les moyens d'aller à l'opéra. Donc ils s'apprêtent à aller voir une pièce à succès. D'ailleurs, ça me fait penser, je sais pas si vous savez pourquoi on dit merde à une personne avant qu'elle monte sur scène pour lui souhaiter bonne chance. Vous allez voir, c'est énorme. Et ben, en fait, c'est qu'à l'origine, les gens allaient voir les spectacles en calèche, donc avec leurs chevaux. Et en gros, plus il y avait du crottin devant le parvis de l'opéra, plus il y avait du monde, et plus il y avait du monde, plus la pièce avait du succès. Donc c'est de là que ça vient à l'origine. Je trouve ça génial. Donc voilà, alors ils allaient voir quoi ces gens? Ils pouvaient aller voir des orchestres symphoniques par exemple. Ces orchestres qui sont constitués de toutes les familles d'instruments, c'est-à-dire les percussions, les vents, les cordes. Ils pouvaient aussi aller voir des orchestres philharmoniques aussi, alors c'est plus ou moins la même chose mais avec une partie chantée, hein, une sorte de chorale en plus si vous voulez. Ou ils pouvaient aussi aller voir des orchestres de chambre. Alors là attention, on parle pas de la chambre du petit frère ou de la petite sœur, ça n'a rien à voir. Non, ça veut juste dire que c'est des petits orchestres d'une quinzaine de musiciens maximum. Pour la scène suivante, imaginons un public nombreux et impatient qui se rend à l'Opéra de Rome pour assister à la première représentation du concerto pour violon en mi mineur de Félix Mendelssohn. Au même endroit, au même moment. Dans la fosse d'orchestre, le violoniste soliste s'accorde en attendant l'ouverture du rideau.
Voilà, c'est donc sur ce concerto en mi mineur pour violon de Félix Mendelssohn que s'achève cette grande période sur la musique classique. Alors, comme on vous l'avait annoncé avant, on a essayé de retracer ces 400 ans de musique en quelques minutes. Ça fait un sacré voyage, hein, bien sûr. Voyage dans le temps et voyage dans l'espace aussi. Enfin, dans l'espace. En Europe, plus exactement, parce que hein, c'est ça qui est remarquable avec tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, c'est qu'on a pu observer comment la musique des Européens s'était construite au fur et à mesure de l'histoire. C'est vrai, si on refait le chemin en arrière, on a été où? On a été de Vienne en Autriche jusqu'à Cologne en Allemagne, Rome en Italie et Versailles, Paris. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir comment votre musique, les enfants, disons la musique d'aujourd'hui, comment elle s'est aussi nourrie de plein d'influences diverses à travers le monde. Et pour ça, on va repartir du XVe siècle en Italie, où un jeune homme du nom de Christophe Colomb veut voyager à travers le monde et va découvrir sans s'en douter l'Amérique, exactement. C'est le premier choc des cultures entre les Européens et les Indiens d'Amérique. C'est aussi le début de cette triste période des conquistadors, et puis l'esclavage, la colonisation, tout ça entraînant des migrations de populations d'un continent à l'autre. Tout ça va aussi entraîner des brassages musicaux et culturels. Imaginez par exemple qu'on entende résonner au fin fond des champs de coton en Amérique le chant des esclaves. I'm going home. Ooh, yes, I'm going home. Ooh, yes, I'm going home. Ce chant des forçats, des travailleurs, ce chant qui ensuite va donner naissance au blues. Oh yeah. Ça y est, la musique afro-américaine est née. Peu à peu, les musiciens vont sortir dans la rue. Du côté de la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, on entend résonner les premières fanfares qui jouent pour les mariages, les enterrements, les naissances, et qui inventent un style incontournable du XXe siècle, le jazz. Et si on descend en Amérique centrale et en Amérique du Sud, là aussi, la rencontre entre les Européens, les Amérindiens, les Africains va donner naissance à plein de musiques différentes. À Cuba, le mambo. En Colombie, la cumbia. Le Brésil, son carnaval et sa samba. Il y a aussi le tango, le son, la rumba, la bossa nova, la batucada, le cha-cha-cha, le merengue. Tu l'arranges la trompette. Et surtout, avec l'arrivée de l'électricité, le rock and roll. Allez, ça fait 45 minutes qu'on vous parle de l'histoire de la musique. On va passer aux travaux pratiques, on va imaginer qu'on est tous ensemble dans une immense salle de concert. On va vous jouer des petits morceaux de musique différentes. Imaginez les enfants pour que ça soit cool, que c'est des Kids United en plus vieux qui sont devant vous, histoire que ça chauffe bien l'ambiance. Ce qu'on va faire, c'est que c'est le moment où vous allez pouvoir vous lever, taper dans les mains, chanter, arracher les sièges à l'écrasant. Tout est permis les enfants. Donc commencez à vous lever, on peut peut-être éclairer un petit peu le gradin, histoire que vous voyez, vous mettez les pieds. Et vu que vos parents sont vachement plus coincés que vous, en vous voyant vous lever, ils vont se lever aussi. Et on va participer comme ça tous ensemble à un immense moment de thérapie collective, ça va être énorme. On va commencer comme dans tous les
question. Est-ce que vous êtes chaud? Allez, c'est bon ça. Est-ce que vous êtes chaud? C'est le hip hop des drôles.